Dans la vidéo précédente, on a essayé de défaire une confusion très fréquente. On parle souvent de compétences mathématiques comme si c'était un bloc. Comprendre ou ne pas comprendre, savoir ou ne pas savoir, être bon ou être nul. Mais cette manière de parler, elle écrase des différences essentielles. Une compétence mathématique combine plusieurs dimensions. Comprendre ce que les objets signifient, faire avec assez d'aisance pour ne pas se noyer, choisir une méthode quand elle n'est pas annoncée, vérifier ce qui a été produit, puis reprendre dans le temps malgré l'erreur, l'oubli ou le changement de contexte. Si vous n'avez pas vu cette première vidéo, l'erreur minimale à retenir est simple. Un blocage mathématique n'est pas toujours un manque global. Quelqu'un qui peut comprendre une explication, mais ne pas savoir produire. Il peut savoir exécuter, mais il ne peut ne pas savoir choisir. Il peut savoir produire un résultat, mais ne pas savoir le contrôler. Il peut réussir aujourd'hui, mais ne pas retrouver demain. Il peut échouer non parce qu'il serait nul, mais parce qu'une dimension précise de la compétence n'est pas encore construite à ce niveau, dans cette situation, avec ce degré d'autonomie. Cette carte-là, elle est déjà très utile parce qu'elle remplace le jugement global par une lecture plus fine, mais elle ne suffit pas. Savoir où ça bloque, ça ne dit pas encore quoi faire. Un diagnostic, c'est pas une trajectoire. On va reprendre le même exemple que dans la dernière vidéo. Imaginons quelqu'un travaille les pourcentages. Il identifie mal la base, il calcule lentement, il ne reconnaît pas toujours les situations de variation, il ne contrôle pas les ordres de grandeur, il confond parfois risque absolu et risque relatif, et il comprend la correction quand elle est écrite, mais il ne sait pas retrouver la méthode seule. Alors, très bien, on a une carte de fragilité. Mais qu'est-ce qu'il faut travailler maintenant? La compréhension de la base, la procédure de calcul, les exercices mélangés, le contrôle critique, la distinction entre variation absolue et variation relative, la préparation d'une évaluation de demain, la stabilité dans 3 semaines? Alors on pourrait répondre tout. Oui d'accord, mais cette réponse elle est toujours impraticable. Le temps est limité, l'attention est limitée, la fatigue existe, les expériences existent, les prérequis ne sont pas toujours solides. Certaines dimensions doivent être stabilisées avant que d'autres puissent se développer. Et surtout, travailler une dimension, ça implique parfois de réduire provisoirement la place d'une autre. Si on veut automatiser un geste, on réduit parfois la variation des contextes. Si on veut travailler le choix, on accepte parfois une exécution plus lente. Si on veut travailler une évaluation proche, on sacrifie parfois une partie du transfert long. Donc le vrai problème, c'est pas tant de savoir ce qui manque, c'est de décider quoi faire de ce manque. C'est là qu'on a une notion qui apparaît nécessaire, la notion de pilotage. Piloter un apprentissage mathématique, ça veut pas juste dire réagir à un blocage ou diagnostiquer une erreur après coup, ou alors chercher une méthode de travail universelle. Piloter, c'est gouverner une progression sous contrainte. C'est identifier les enjeux de l'apprentissage, voir quand ces enjeux se soutiennent ou se contredisent, hiérarchiser ses priorités, choisir ce qu'on accepte de ne pas travailler pour l'instant, définir des objectifs à court, moyen et long terme, sélectionner des tâches adaptées, puis vérifier si le chemin choisi transforme réellement la compétence. La thèse de cette vidéo, c'est la suivante. Apprendre ou faire apprendre les mathématiques, c'est pas maximiser indistinctement toutes les dimensions de la compétence, mais c'est transformer une configuration initiale en une trajectoire orientée. Cette idée, elle vaut pour l'élève qui sait comment travailler, pour l'enseignant qui choisit une progression, pour le prof particulier qui décide comment aider sans remplacer, pour le concepteur de formation qui organise les contenus, et pour l'institution qui évalue, et pour enfin n'importe qui s'intéresse sérieusement à l'apprentissage. Piloter, c'est pas travailler plus fort, c'est décider ce qui doit être travaillé maintenant, ce qui peut attendre, ce qu'on accepte provisoirement de laisser de côté, et quel chemin permet de passer du point actuel au seuil de maîtrise visé. Le pilotage, il commence donc quand plusieurs objectifs légitimes ne peuvent pas être tous maximisés simultanément. Cette tension, elle peut se comprendre comme une question de budget attentionnel. Toute tâche d'apprentissage distribue l'attention entre plusieurs opérations. Comprendre la situation, exécuter une procédure, choisir une méthode, contrôler le résultat, maintenir en mémoire les étapes, gérer l'erreur, parfois même gérer la pression émotionnelle. Si une tâche demande trop de dimensions instables à la fois, elle peut échouer sans produire davantage d'informations exploitables. Un problème ouvert peut être excellent pour travailler la stratégie, mais inutile si la technique élémentaire absorbe toute l'attention. Une tâche de contrôle peut être pertinente, mais trop lourde si la notion n'est pas comprise. Une situation transférée peut développer l'autonomie, mais trop tôt elle peut produire seulement de la confusion. Réduire la complexité n'est donc pas forcément appauvrir, mais parfois c'est isoler une dimension pour la rendre travaillable. Mais isoler trop longtemps appauvrit aussi, parce que la compétence reste dépendante d'un format étroit. Le pilotage consiste à régler ce dosage. Simplifier assez pour construire, varier assez pour transférer, guider assez pour éviter le blocage stérile, retirer assez d'indices pour construire l'autonomie. On a une deuxième famille de tensions qui va concerner la temporalité. On veut travailler pour réussir demain, ou travailler pour construire une compétence durable. Et les deux objectifs, ils peuvent être légitimes, mais ils ne se confondent pas. Préparer une évaluation proche, ça peut exiger de stabiliser les formats attendus, les gestes fréquents, les types d'exercices probables. Ça peut être utile surtout si l'échéance est réelle.
Mais réussir demain, ça ne prouve pas qu'on saura retrouver dans 3 semaines. Reconnaître dans un problème mélangé, contrôler dans un contexte nouveau, ou utiliser la notion en dehors du chapitre. À l'inverse, travailler le transfert, la reprise espacée, le contrôle critique ou la mobilité des représentations, ça prend plus de temps et ça peut produire moins de résultats visibles immédiatement. Il faut donc distinguer la performance, l'apprentissage et la formation. La performance, c'est réussir une tâche maintenant, là, tout de suite. L'apprentissage, c'est transformer une compétence. Et la formation, c'est organiser une trajectoire de transformation. Une série d'exercices, ça peut améliorer la performance immédiate sans construire le transfert, mais un problème difficile, ça peut viser la formation mais produire une mauvaise performance immédiate. Piloter, c'est savoir quel niveau on vise et ne pas faire passer un objectif à court terme pour une autonomie durable. Une troisième famille de tensions, ça concerne la responsabilité cognitive, c'est-à-dire la partie du travail intellectuel qui va être laissée à l'apprenant ou prise en charge par le dispositif. Un exercice guidé, ça va prendre en charge une partie de l'ordre des étapes. Une série homogène prend en charge l'identification du chapitre, une correction prend souvent en charge le choix des méthodes, une vidéo prend en charge le rythme, la sélection des exemples et la mise en forme du raisonnement, une intelligence artificielle peut prendre en charge presque tout si on lui demande une solution complète. Ce n'est pas forcément mauvais. Si l'objectif du moment c'est d'automatiser une procédure, on peut volontairement annoncer la méthode pour concentrer l'attention sur le geste. Si l'objectif c'est de comprendre une notion, on peut guider fortement la représentation. Mais si l'objectif c'est de construire le choix stratégique, alors trop de guidage ça devient contre-productif. Le même degré d'aide peut être pertinent ou nuisible selon la priorité. C'est là qu'apparaît une idée centrale. Piloter, c'est pas juste choisir ce qu'on travaille, c'est choisir lucidement ce qu'on ne travaille pas encore. On peut renoncer provisoirement au transfert pour stabiliser un geste, renoncer provisoirement à la vitesse pour construire le contrôle, renoncer provisoirement à l'autonomie complète pour installer des repères, renoncer provisoirement à une explication profonde pour préparer une performance urgente. Le renoncement provisoire, ce n'est pas un échec du pilotage, c'est une condition. C'est souvent à ce moment-là que la question de l'utilité elle devient plus intéressante qu'elle ne l'est d'habitude. Parfois on présente l'utilité des maths comme une question de motivation. Quelqu'un demande à quoi ça sert ? Et la réponse habituelle, ça consiste à dire que les mathématiques, elles sont partout. Dans les sciences, dans les technologies, dans les données, dans l'intelligence artificielle, dans l'économie, dans l'architecture, dans les objets du quotidien, peut-être même dans la structure de l'univers. Cette réponse, elle peut contenir une part de vérité, sauf peut-être la dernière qui est quand même très maximaliste et qui demande des ontologies et des arguments très spécifiques, mais elle rate souvent la question réelle surtout. Celui qui apprend, il ne demande pas si les mathématiques existent quelque part dans le monde. Il demande pourquoi lui, qu'il doit travailler cette notion maintenant sous cette forme avec ce niveau de difficulté et avec l'effort que ça exige. Dire que les maths sont partout, super, mais c'est trop vaste pour éclairer une tâche précise. Alors dire que ça ne sert à rien, c'est aussi trop pauvre pour rendre compte des usages réels. Le débat entre inutilité totale et utilité universelle, il est mal posé. La question intéressante, ce n'est pas à quoi ça sert, c'est quel type d'autonomie cette notion doit-elle construire et quel niveau de maîtrise cet usage exige-t-il. Une notion, elle peut avoir plusieurs utilités, mais ces utilités, elles ne demandent pas le même apprentissage. Elle peut avoir une utilité calculatoire, calculer une remise, une quantité, une probabilité simple, une moyenne, une conversion. Et dans ce cas, la fiabilité et l'aisance procédurale, ça compte beaucoup. Ça peut aussi avoir une utilité technique, préparer une notion future. On apprend une transformation algébrique, pas parce qu'elle est spectaculaire, mais parce qu'elle rend possible la résolution d'équations, l'étude de fonctions, la simplification d'expressions, la modélisation. Cette finalité, elle est interne aux mathématiques, mais elle est bien réelle. Une notion peut aussi avoir une utilité conceptuelle, comprendre une structure. Les fonctions permettent de penser la dépendance entre grandeurs, les probabilités permettent de penser l'incertitude, les dérivés permettent de penser la variation, les pourcentages permettent de penser un rapport à une base. Une notion peut aussi avoir une utilité stratégique, apprendre à reconnaître quel outil correspond à quelle situation. Elle peut aussi avoir une utilité critique, lire un graphique, un sondage, un risque relatif, une moyenne, une comparaison médiatique, un argument chiffré. Elle peut aussi avoir une utilité de contrôle, vérifier une réponse produite par un tableur, une calculatrice ou une IA. Et enfin, elle peut aussi avoir une utilité formative, apprendre à raisonner, à justifier, à chercher, à organiser, à abstraire, à se tromper mieux. Et toutes ces utilités-là, ce ne sont pas de la pub, c'est dans des critères techniques de conception. L'utilité, elle dépend aussi du type de maîtrise visée. Ça, c'est un point qui est décisif. Si l'objectif est de calculer vite une remise, ce qu'il faut installer, c'est une procédure fiable. Mais si l'objectif c'est de comprendre un risque annoncé dans un article, là ce qu'il faut travailler, c'est la base de comparaison, le risque absolu, le risque relatif, les formulations trompeuses. Si l'objectif c'est de contrôler une réponse d'IA, il faut travailler la plausibilité, les unités, les hypothèses, les cas limites, la pertinence de la réponse. Si l'objectif c'est de préparer une notion future, il faut parfois accepter un travail technique dont l'usage immédiat n'est pas évident.
Si l'objectif c'est de former une lecture critique des données, il faut accepter que l'enjeu ne soit pas juste de produire un nombre, mais de comprendre ce que ce nombre autorise ou n'autorise pas à dire. L'utilité, ce n'est donc pas simplement un moyen de motivation, c'est aussi une indication de comment apprendre. Dans la conception d'un apprentissage, l'utilité n'est donc ni une décoration, ni une concession qu'on fait aux élèves, ni une petite application finale pour rendre le chapitre plus sympathique. C'est une variable du pilotage. Elle détermine la profondeur conceptuelle nécessaire, le degré d'automatisation souhaitable, le type d'exercice pertinent, la place du contrôle, le niveau de transfert attendu et les renoncements provisoires acceptables. On peut le voir par exemple avec 3 personnes hypothétiques qui travaillent toutes les pourcentages. La première prépare un contrôle de main. Sa priorité, ça peut être de stabiliser les procédures de base, calculer une part, retrouver un taux d'évolution, éviter de confondre valeur initiale et valeur finale. Son objectif, c'est pas d'être meilleur en pourcentage, mais c'est de réussir correctement une série de tâches identifiées, sans correction sous les yeux, en expliquant à chaque fois quelle est la base. La deuxième, elle veut comprendre les chiffres d'un article sur un risque sanitaire. Sa priorité, c'est pas la vitesse de calcul. Ce qu'elle doit distinguer, c'est le risque absolu et le risque relatif. Elle doit repérer une formulation trompeuse. Elle doit comprendre l'effet d'une base très faible. Les tâches pertinentes, ce ne seront pas les mêmes. La troisième personne, elle va construire une formation. Son enjeu, c'est pas seulement d'expliquer les pourcentages, mais d'organiser une progression qui passe du calcul direct à l'interprétation, puis au contrôle critique et à la reprise. Elle doit choisir les exemples, les variations, les erreurs à analyser, les tests de sortie. Même notion, mais objectifs différents, priorités différentes, renoncements différents, chemins différents. C'est ça que l'utilité doit permettre, non pas répondre vaguement à quoi ça sert, mais déterminer le type de maîtrise que l'on vise. Cette manière de penser, ça oblige à repenser les exercices. La question combien d'exercices est-ce qu'il faut faire, elle est moins intéressante que la question qu'est-ce que cet exercice travaille. Un exercice donc c'est pas juste une occasion d'appliquer une connaissance. C'est un dispositif qui distribue la responsabilité cognitive. Il prend certaines choses en charge, en laisse d'autres à l'apprenant, et rend certaines dimensions observables. Une série répétitive, ça prend souvent en charge le choix de la méthode. Si tous les exercices appartiennent au même type, l'apprenant n'a pas vraiment à reconnaître la structure. En revanche, elle laisse davantage de place à l'exécution, ce qui peut être excellent si le geste n'est pas disponible. Un problème mélangé retire l'étiquette du chapitre et laisse à l'apprenant une responsabilité stratégique plus forte. Mais il peut devenir trop coûteux si la procédure de base n'est pas stabilisée. Une erreur à corriger, ça déplace encore le travail. Il s'agit plus de produire une solution, mais d'interpréter ce qu'il ne tient pas. De distinguer une erreur de calcul, une erreur de méthode, une erreur d'interprétation ou une erreur de contrôle. Un changement de représentation, ça travaille la compréhension conceptuelle. Passer d'une phrase à un tableau, d'un tableau à un graphique, d'un graphique à une interprétation, d'une formule à une situation. Un tri d'énoncé, ça isole le choix stratégique. On ne demande pas de résoudre, mais de dire quelle méthode semble pertinente, quel indice le montre, quelle information manque, quelle méthode serait probable. Un tri d'énoncé isole le choix stratégique. On ne demande pas de résoudre, mais de dire quelle méthode semble pertinente, quel indice le montre, quelle information manque, quelle erreur serait probable. Une reprise espacée teste la disponibilité temporelle. Ce qui était réussi juste après l'explication reste-t-il disponible plus tard sans modèle immédiat. Rien de tout ça n'est équivalent. Dire faire des exercices, ça revient donc à dire trop peu. Il faut demander quel type de compétences l'exercice doit construire, pour quels objectifs, avec quels critères de sortie. On peut penser à un exercice comme un instrument de transformation. S'il manque une procédure, il faut des tâches d'installation. S'il manque une stratégie, il faut des problèmes mélangés, des tris d'énoncés, des comparaisons de méthodes. S'il manque du contrôle, il faut des erreurs à analyser, des réponses à vérifier, des cas limites, des résultats plausibles ou des faux. S'il manque de compréhension, il faut des reformulations, des non-exemples, des changements de représentation. S'il manque de stabilité, il faut des reprises espacées et des retours sans modèle. Ça vaut pour l'apprenant qui travaille seul, mais aussi pour l'enseignant, le professeur particulier, le concepteur de formation. Un exercice, ça ne devrait pas être choisi seulement parce que ça appartient au chapitre. Ça devrait être choisi parce que ça transforme une dimension de compétence pour une finalité donnée. Et surtout un exercice, il peut être excellent en soi, mais mal placé dans une trajectoire. Donner un problème ouvert à quelqu'un dont la technique élémentaire est trop fragile, ça peut produire de la confusion. Donner 10 exercices homogènes à quelqu'un qui sait déjà exécuter mais qui ne reconnaît pas la méthode, ça peut produire une illusion de travail. Donner une correction complète à quelqu'un qui avait surtout besoin d'un indice stratégique, ça peut remplacer le moment qu'il fallait construire. La qualité d'un exercice, elle dépend donc de sa fonction dans une progression. Ce n'est pas une propriété absolue. Un exercice répétitif n'est pas inférieur par nature à un problème ouvert. Il est inférieur si l'objectif est le transfert, mais pertinent si l'objectif est de rendre un geste disponible. Un problème ouvert n'est pas supérieur par nature. Il faut être excellent pour construire la stratégie, mais mauvais si l'apprenant n'a pas encore les outils minimaux pour y entrer. Une correction détaillée, elle peut être précieuse si l'outil est de comprendre une erreur conceptuelle, mais contre-productive si elle remplace toujours le choix de méthode.
Un exercice de contrôle peut paraître moins productif parce qu'il ne demande pas de trouver soi-même la solution, mais il peut développer une compétence décisive, savoir reconnaître qu'une réponse propre ne mérite pas confiance. Piloter, c'est donc juger les tâches relativement à une priorité. Cette relativité, elle est souvent absente des débats sur l'enseignement. On demande si les exercices répétitifs sont bons ou mauvais, si les problèmes ouverts sont meilleurs, si les corrections détaillées aident, si l'IA doit être utilisée. Mais la vraie question, c'est plutôt pour quelle transformation, à quel moment, avec quelle responsabilité laisser à l'apprenant, avec quel test de sortie. C'est ici qu'on peut introduire une distinction utile entre tâches d'apprentissage, tâches de performance et tâches de formation. Une tâche de performance, ça vise à réussir maintenant, là, tout de suite. Elle mesure ou entraîne une exécution attendue. Une tâche d'apprentissage, elle vise à transformer une dimension précise, automatiser un geste, construire une représentation, entraîner le choix, développer le contrôle. Une tâche de formation organise plusieurs transformations dans le temps. Elle ne vaut pas seulement par son résultat immédiat, mais par sa place dans la trajectoire. Une même activité peut changer de statut selon son usage. Résoudre 10 équations, ça peut être une performance si on vérifie un acquis, un apprentissage si on installe une procédure, ou une formation si cette installation prépare ensuite la mise en équation de problèmes. Cette distinction, elle évite de surinterpréter les résultats. Une tâche réussie, elle ne prouve pas toujours que la compétence visée est construite, elle prouve que cette tâche dans ces conditions a été réussie. Une tâche ratée ne prouve pas toujours que tout manque, elle signale une rupture à localiser. Le pilotage commence quand on cesse de confondre activité, réussite et transformation. Et cette logique, elle vaut aussi pour les corrections. Une correction, ce n'est pas seulement un modèle de solution, mais c'est un dispositif d'apprentissage qui redistribue le travail intellectuel. Elle peut éclairer le sens, réparer une erreur locale, montrer une rédaction, donner un contrôle. Mais elle peut aussi produire une illusion très forte, la compréhension rétrospective, on en a déjà parlé dans la précédente vidéo. Quand la solution est là, le chemin paraît évident, les choix difficiles ont disparu, les fausses pistes ont été effacées, les hésitations ne sont plus visibles, on reconnaît les étapes, on ne sait pas forcément les produire. Ce phénomène-là, il explique pourquoi une correction très claire, elle peut être pédagogiquement insuffisante. Le problème, c'est pas qu'elle soit mauvaise, c'est qu'elle arrive après le moment stratégique et peut donner l'impression de l'avoir travaillé. Une bonne exploitation de correction, elle doit donc réintroduire ce que la correction tend à effacer. Pourquoi cette méthode? Quels indices la rendaient pertinente? Quelle erreur était plausible? Quel contrôle aurait permis de l'éviter? Quel exercice proche permet de vérifier que la compétence existe encore quand la correction disparaît? Mais il faut aller plus loin. Si l'objectif est conceptuel, la correction doit rendre visible l'invariant oublié. Si l'objectif est procédural, elle doit isoler le geste fautif. Si l'objectif est stratégique, elle doit reconstruire le choix. Si l'objectif est le contrôle, elle doit montrer le signal qui aurait dû alerter. Si l'objectif est de reprise, elle doit laisser une trace exploitable pour plus tard. Une correction, elle n'est pas bonne ou mauvaise, elle doit être plus ou moins ajustée selon une priorité de pilotage. L'aide, ça fonctionne de la même manière. Il ne suffit pas de dire qu'une bonne aide ne doit pas donner immédiatement la réponse. Ça c'est vrai, mais c'est faible. La question plus intéressante, c'est plutôt quelle dimension de la compétence l'aide prend-elle en charge et que laisse-t-elle à l'apprenant? Une aide, ça peut prendre en charge le sens en reprenant la notion, ça peut prendre en charge le geste en rappelant une procédure, ça peut prendre en charge la stratégie en indiquant la méthode, ça peut prendre en charge le contrôle en signalant une incohérence, ça peut prendre en charge la disposition productive en aidant à nommer l'erreur, mais si elle prend toujours en charge le même endroit décisif, elle crée une dépendance très précise. Quelqu'un peut devenir dépendant du choix de méthode tout en étant capable d'exécuter, il peut devenir dépendant du contrôle tout en produisant des réponses, il peut devenir dépendant de la reformulation tout en suivant très bien une explication, il peut être aidé souvent et efficacement à court terme sans que la responsabilité centrale de la compétence se déplace vers lui. L'aide est donc intéressante par ce qu'elle transmet, mais aussi par ce qu'elle ne transmet pas. Elle doit laisser une trace intérieure, une question, un critère, une distinction, un geste de vérification, une manière de reprendre. Et surtout, elle doit correspondre à la trajectoire choisie. On peut volontairement donner une aide stratégique si l'objectif du moment est de libérer la procédure. Mais on peut volontairement retirer cette aide si l'objectif est de travailler le choix. Le même geste d'aide peut donc être pertinent ou contre-productif selon l'objectif. L'intelligence artificielle, elle rend ce problème plus visible, mais elle ne l'invente pas. Depuis longtemps, une correction, un professeur, un parent, un manuel ou une vidéo, ça peut donner une impression de maîtrise sans construire une compétence autonome. L'IA, ça accélère seulement le phénomène parce qu'elle peut expliquer vite, reformuler patiemment, produire des exemples, corriger une tentative, générer des exercices proches, proposer des variations, simuler un dialogue, rédiger une solution complète. Utilisée avec une fonction claire, elle peut devenir un instrument très puissant. Mais elle peut aussi supprimer le moment où l'apprentissage se joue. Reconnaître la structure, choisir une méthode, tester une piste, rencontrer une erreur, contrôler une réponse, reprendre plus tard. Le risque, c'est pas la triche. Il est plus subtil que ça, c'est de recevoir une solution qui est tellement claire qu'elle produit une compréhension de lecture sans produire une compétence de décision. Le bon usage de l'IA, donc, c'est pas de demander moins de réponses, c'est pas de moins s'en servir, c'est de lui assigner une fonction précise dans la structure de compétences et dans la trajectoire choisie.
On peut lui demander de générer un contre-exemple, de comparer deux méthodes, de produire une erreur plausible à analyser, de proposer un exercice de transfert, d'interroger la plausibilité d'un résultat, de jouer le rôle d'un correcteur qui ne donne qu'un indice ou de construire un test de sortie. L'outil devient utile quand il sert une dimension identifiée et une priorité assumée. Il devient dangereux quand il remplace le diagnostic, l'arbitrage ou les choix de chemin. Dans le cas de l'IA, il y a forcément les autres risques, typiquement l'aspect éthique, est-ce que c'est bien d'utiliser l'IA ou pas? Ça ce n'est pas ma question, moi j'ai un avis là-dessus, mais ce n'est pas la question de cette vidéo. Cette analyse-là, elle permet de dépasser une opposition qui est trop simple entre l'aide et l'autonomie. L'autonomie, elle ne se construit pas par la disparition brutale de l'aide, elle se construit par une transformation du guidage. Au début, le guidage, il est externe et visible. Quelqu'un indique ce qu'on doit regarder, quelles données comptent, quelle méthode pourrait convenir, quel résultat serait plausible, et ensuite il devient partiel, puis il devient un indice, puis il devient une question, puis il devient un réflexe intérieur. Une progression bien construite, elle ne propose donc pas seulement des exercices plus difficiles, elle propose des exercices différemment guidés. Elle retire certains indices, en maintient d'autres, varie les contextes, teste la reconnaissance, organise la reprise. On peut penser une progression sur les pourcentages ainsi. Calculer d'abord une part dans des situations explicites, puis retrouver un tout ou un taux, puis reconnaître dans des énoncés mélangés si on cherche une part, un tout, un taux ou une variation, puis analyser des formulations médiatiques, puis contrôler des réponses déjà produites, puis reprendre un an plus tard sans titre de chapitre dans un contexte différent. Tout ça, ce n'est pas une montée en difficulté, du moins pas seulement, mais c'est une redistribution progressive de la responsabilité cognitive. Le pilotage, il consiste à choisir quel morceau du travail reste pris en charge par le dispositif et quel morceau doit passer à l'apprenant. On peut maintenant formuler la logique complète du pilotage. Diagnostiquer, ça ne veut pas dire coller une étiquette définitive sur quelqu'un, ça veut dire produire une description assez précise pour orienter l'action. Dire qu'un tel ne comprend pas les pourcentages, c'est trop vague. Dire qu'il sait calculer une part, mais qu'il n'identifie pas la base dans une variation, c'est déjà plus utile. Dire il exécute une procédure en série, mais il ne reconnaît pas la structure dans un problème mélangé, ça oriente vers d'autres tâches. Dire qu'il trouve des résultats mais qu'il ne contrôle jamais leur plausibilité, ça oriente vers le raisonnement adaptatif. Dire qu'il comprend après correction mais ne reprend jamais son modèle, ça oriente vers la reprise active. Mais ce diagnostic-là, il ne contient pas encore une priorité. Savoir qu'il y a plusieurs fragilités, ça ne dit pas laquelle traiter en premier. Un apprentissage réel, il est toujours pris dans des contraintes. Le temps disponible, l'échéance d'une évaluation, la fatigue, la solidité des prérequis, la finalité poursuivie, le degré d'autonomie attendu, le risque de surcharge, le besoin de confiance, la nécessité de préparer la suite. Piloter, c'est donc transformer le diagnostic en arbitrage. Le diagnostic, il répond à la question « Où en est la compétence ?» Là où l'arbitrage, lui, répond à la question « Qu'est-ce qui doit passer en premier ?» On a donc une priorité qui va répondre à la question « Quelle est la fragilité qui est la plus limitante maintenant ?» On a ensuite un renoncement provisoire qui va répondre à la question « Qu'est-ce qu'on accepte de ne pas encore travailler ?» On a ensuite un objectif qui va répondre à la question « Quel niveau de maîtrise est-ce qu'on vise ?» On a un dispositif qui va répondre à la question « Quelle tâche peut produire cette transformation ?» On a un test de sortie qui va répondre à la question « Comment saura-t-on que l'étape a été franchie ?» Et on a une révision qui répond à la question « Est-ce que le travail qu'on vient de produire confirme-t-il ou modifie-t-il le diagnostic initial ?» Tout ça, c'est une chaîne qui est bien essentielle parce qu'elle empêche deux erreurs opposées. La première, elle consiste à rester dans le diagnostic sans décider. Alors, on décrit les problèmes, on les classe, on les commente, mais on choisit pas de priorité. La seconde, elle consiste à agir sans diagnostic. On relit le cours, on fait plus d'exercices, on regarde une correction, on demande à l'IA, on révise les pourcentages, mais sans savoir quelle transformation est visée. Dans les deux cas, le travail peut être super sérieux, mais malgré tout très inefficace. Le pilotage, c'est donc la conversion progressive de l'information en action. Le diagnostic devient arbitrage, l'arbitrage devient priorité, la priorité devient objectif, l'objectif devient dispositif, le dispositif devient test, le test modifie le diagnostic. Ce dernier point-là, il est super important, parce que le pilotage, ce n'est pas un plan fixe, c'est une boucle de rétroaction. On peut croire que le problème est conceptuel, puis découvrir que la notion est comprise, mais que le geste est trop coûteux. On peut croire que le problème est procédural, puis découvrir que la personne sait faire en série, mais ne reconnaît pas la méthode. On peut croire que la personne manque de motivation, puis découvrir qu'en fait, ces erreurs n'ont jamais été nommées assez précisément pour devenir travaillables. Un bon chemin d'apprentissage, il n'est pas juste planifié donc, il est révisable. On apprend de ses propres résultats et de ses propres erreurs. C'est ici que la notion d'objectif, elle devient centrale. Un objectif vague, ça produit un travail vague, voilà. Je veux être meilleur en maths, je veux mieux comprendre les fonctions, je veux être plus autonome, je veux faire moins d'erreurs, je veux être à l'aise avec les pourcentages. Tout ça, ce ne sont pas des objectifs de pilotage, ce sont des souhaits. Ils peuvent motiver, mais ils ne permettent pas de choisir un dispositif, de mesurer un progrès ou de savoir quand passer la suite. Un objectif pilotable, au contraire, il doit préciser une action observable, une condition de réalisation, un niveau de qualité, un degré de guidage et un test de sortie.
Être capable de résoudre correctement 10 équations du premier degré avec des parenthèses, sans modèle et en vérifiant 3 résultats par substitution. Ça peut être un objectif. Être capable de classer 15 énoncés de pourcentage selon qu'ils demandent une part, un tout, un taux ou une variation, en justifiant chaque classement. Ça, c'est un objectif. Être capable d'expliquer à l'oral, avec un exemple et un contre-exemple, la différence entre risque absolu et risque relatif. Ça, c'est un objectif. Ces formulations, elles sont pas plus lourdes pour le plaisir. Elles rendent le travail pilotable. Elles indiquent ce qui doit être construit, dans quelles conditions, et comment on saura que quelque chose a changé. Il faut aussi distinguer finalité, objectif, dispositif et test de sortie. La finalité, elle répond à la question « Pourquoi est-ce qu'on travaille cette notion ?» L'objectif répond à la question « Que devra-t-on être capable de faire précisément ?» Le dispositif répond à la question « Quelle tâche permettra de construire ses capacités ?» Le test de sortie répond à la question « Comment saura-t-on que l'étape est franchie ?» Pour les pourcentages, par exemple, la finalité, elle peut être critique, lire correctement des données publiques. L'objectif peut être de distinguer dans 10 formulations médiatiques une variation absolue, une variation relative et un changement de base. Le dispositif peut consister à analyser des extraits d'articles, comparer les formulations, produire des reformulations plus rigoureuses. Le test de sortie, il peut être d'expliquer pourquoi une formulation est trompeuse et d'en proposer une meilleure. Ce n'est pas la même progression que si la finalité est simplement de calculer vite une remise. Piloter suppose aussi de distinguer les horizons. Pour terme, il peut s'agir de lever un obstacle local, comprendre une base, automatiser un calcul, reconnaître une méthode. À moyen terme, il s'agit de stabiliser, refaire son modèle, varier les contextes, contrôler les résultats. Et à long terme, il s'agit de construire une autonomie, savoir quoi faire quand la forme change, quand l'aide disparaît, quand l'outil produit une réponse, ou quand la situation ne porte plus l'étiquette du chapitre. On a une confusion fréquente qui consiste à demander au court terme ce qui relève du long terme, ou à sacrifier systématiquement le long terme à une réussite immédiate. Le court terme peut être légitime, bien sûr, surtout avant une évaluation, mais il doit être nommé comme tel. Cette matrice-là, elle permet de mieux comprendre l'évaluation. Une évaluation, ça ne mesure jamais les mathématiques en général. Ça mesure certaines dimensions, à certains niveaux, dans certaines formes, avec un certain degré de guidage. Un contrôle composé de séries homogènes mesure surtout l'exécution dans un contexte étiqueté. Un problème ouvert mesure davantage la stratégie, mais peut être parasité par la technique. Une question de justification mesure le contrôle et le raisonnement, mais suppose parfois une compréhension conceptuelle déjà solide. Un exercice inédit, ça mesure le transfert, mais ça peut être injuste si les étapes intermédiaires n'ont jamais été travaillées. Une évaluation qui ne distingue pas ces niveaux, ça produit des interprétations pauvres, voilà, l'élève bon, l'élève moyen, l'élève faible. Une évaluation plus fine, elle peut dire « il a le geste mais pas le choix, il a le sens mais pas l'aisance, il a la méthode en contexte proche mais pas le transfert, il sait produire mais il ne sait pas contrôler, il comprend aujourd'hui mais ne stabilise pas ». Ça veut pas dire qu'il faudrait abolir toute note ou transformer chaque copie en bilan interminable. Mais ça veut dire qu'une performance, elle doit être interprétée avec prudence. Elle renseigne seulement sur ce que la tâche rend observable. C'est la même logique pour quelqu'un qui enseigne ou qui conçoit une formation. Avant d'ajouter une explication, il faut demander ce que l'explication doit transformer. Avant de donner plus d'exercices, il faut demander quelles compétences ces exercices travaillent. Avant de corriger, il faut demander ce que la correction risque de masquer. Avant d'utiliser l'IA, il faut demander quelle part du travail doit rester à l'apprenant. Avant d'évaluer, il faut demander quelles dimensions et quels niveaux de maîtrise sont réellement observés. Cette manière de penser, elle rend pas l'enseignement mécanique, au contraire, elle le rend plus fin. Elle évite les fausses oppositions entre sens et technique, entre aide et autonomie, entre utilité et abstraction, entre exercice et compréhension, entre correction et recherche. Le pilotage, il change simplement de forme selon la position occupée. Pour l'apprenant, piloter, ça veut dire choisir comment travailler à partir d'un diagnostic et d'un objectif. Mais pour l'enseignant, ça signifie organiser des tâches qui déplacent progressivement les responsabilités, de guidage vers le choix, de l'exécution vers le contrôle, de la correction vers la reprise. Pour le professeur particulier, ça signifie ne pas seulement débloquer l'exercice présent, mais décider quelle part du blocage doit rester retravaillée par l'élève. Pour le conducteur de formation, ça signifie construire une trajectoire où les notions ne sont pas seulement expliquées, mais reprises, variées, testées, transférées. Pour l'institution, ça signifie évaluer non pas un niveau en maths abstrait, mais des dimensions de compétences à des niveaux de guidage différents. Le rapport à l'erreur rentre complètement dans cette perspective. Dans une vision pauvre, l'erreur c'est un manque, un échec, une preuve que quelque chose n'a pas été appris. Mais dans une vision plus riche, l'erreur c'est d'abord une information sur la structure de compétences. Elle indique parfois un défaut conceptuel, la base du pourcentage n'a pas été comprise, mais aussi parfois un défaut procédural, le calcul se perd dans les signes, parfois un défaut stratégique, la bonne méthode n'a pas été reconnue, parfois un défaut de contrôle, le résultat absurde n'a pas déclenché d'alarme, parfois un défaut de reprise, l'erreur avait déjà été corrigée mais jamais transformée en trace durable. Une erreur, elle devient formatrice. En tout cas, quand elle est nommée au bon niveau. J'ai faux, ça n'apprend rien.
J'ai utilisé la valeur finale comme base au lieu de la valeur initiale, ça rend beaucoup plus. J'ai appliqué une formule sans vérifier sa condition, ça rend encore autre chose. Je sais faire quand l'énoncé annonce le chapitre, mais pas quand il faut reconnaître la structure, ça indique un entraînement précis. La disposition productive, ce n'est pas donc un supplément psychologique ajouté à une théorie cognitive, ça traverse tout. Si l'erreur est vécue comme un verdict, le diagnostic devient impossible. Si l'oubli est vécu comme une preuve d'incapacité, la reprise devient humiliante au lieu d'être normale. Si le blocage est vécu comme une identité, l'apprenant ne cherche plus la dimension fragile, il conclut sur lui-même. On peut donc revenir aux idées reçues à un niveau supérieur. Sois autonome, ça ne veut plus dire débrouille-toi seul. Ça veut dire apprends à piloter les dimensions de ta compétence quand le guidage disparaît, à définir les priorités, à choisir ce que tu ne travailles pas encore, à transformer une aide en question intérieure. Comprends, ça ne veut plus dire trouve l'explication qui te paraît claire. Ça veut dire vérifie que l'idée peut changer de forme, passer dans des exemples et des non-exemples, des calculs, des représentations et des contrôles. Fais des exercices, ça ne veut plus dire accumule du temps de travail, ça veut dire choisis ou construis des tâches qui travaillent la dimension fragile pour un objectif défini. À quoi ça sert, ça ne veut plus dire trouve une application spectaculaire. Ça veut dire identifie le type d'autonomie visé par la notion et le niveau de maîtrise nécessaire. Regarde la correction, ça ne veut plus dire lis la solution jusqu'à ce qu'elle paraisse évidente, ça veut dire retrouve le moment du choix, repère le contrôle. Ferme la correction, refais, puis transforme l'erreur en trace. Utilise l'IA, ça ne veut plus dire obtiens une réponse. Ça veut dire assigne à l'outil une fonction précise dans ta trajectoire d'apprentissage. Tous ces slogans-là ne sont pas entièrement faux, mais ils sont juste sous-déterminés. Le pilotage, ça ne les rejette pas, mais ça les rend opératoires en les attachant à des dimensions, des priorités, des dispositifs et des tests. On veut maintenant résumer la logique tout entière. La compétence mathématique, ce n'est pas un bloc, ça circule entre plusieurs dimensions. Comprendre, faire, choisir, vérifier, reprendre. Une difficulté peut donc venir de plusieurs endroits. Elle peut être conceptuelle, procédurale, stratégique, adaptative, temporelle, ou tenir à la manière dont l'erreur est interprétée. Mais la carte ne suffit pas. Une fois les dimensions distinguées, il faut décider quoi faire de cette distinction. Car un apprentissage réel, il peut construire d'abord sous les contraintes. On ne peut pas toujours tout travailler en même temps. Il faut hiérarchiser, arbitrer, accepter que certaines dimensions attendent pendant que d'autres deviennent prioritaires. Choisir un dispositif en fonction d'un objectif. Définir un test de sortie, puis réviser le chemin quand les résultats montrent que le diagnostic initial était incomplet. Piloter, c'est donc articuler trois choses. Un point de départ, une cible et un chemin. Le point de départ, c'est pas un niveau général, mais une configuration précise de compétences. Ce qui est disponible, ce qui ne l'est pas encore, dans quelles conditions, avec quel digage. La cible, c'est donc pas seulement réussir ou être meilleur, mais un type d'autonomie mesurable. Être capable de faire ceci, dans cette situation, avec ce degré d'aide, à ce niveau de fiabilité. Le chemin, c'est donc pas une accumulation d'exercices, mais une succession de tâches choisies parce qu'elles transforment progressivement la configuration initiale en compétences visées. Devenir autonome en mathématiques, ce n'est donc pas quitter l'aide pour entrer dans une solitude héroïque, c'est apprendre à transformer ce qui venait de l'extérieur en instrument interne. Une explication devient une reformulation personnelle, une correction devient un contrôle, un exercice devient un diagnostic, une erreur devient une trace, une aide devient une question, une notion devient un outil mobile. L'autonomie, elle ne supprime pas la dépendance d'un coup, mais elle la reconfigure. Au début, quelqu'un ou quelque chose indique où regarder. Puis, l'apprenant apprend à se demander lui-même ce qui est cherché, quelle structure est présente, quelle méthode peut convenir, quel résultat serait plausible, quelle erreur ressemble déjà à une erreur vue, quelle reprise permettra de stabiliser. Ce déplacement, il compte plus que le mythe de l'élève seul qui réussirait par pure volonté. Non pas l'absence d'aide, mais le changement de place de l'aide. Non pas l'absence d'erreur, mais le changement de statut de l'erreur. Non pas l'absence de blocage, mais le changement de lecture du blocage. Cette manière de penser, elle rend pas les mathématiques faciles au sens superficiel. Moi, je ne vous promets pas une méthode magique, une motivation permanente ou une disparition de l'effort. Elle rend plutôt l'effort plus visible. Elle permet de comprendre pourquoi un travail sérieux peut échouer s'il ne travaille pas la bonne dimension. Pourquoi une explication brillante peut ne pas suffire. Pourquoi une série d'exercices peut automatiser sans transférer. Pourquoi une correction peut rassurer sans construire. Pourquoi une aide peut rendre plus autonome ou plus dépendant. Bloquer, c'est pas échouer, c'est rencontrer un point où la compétence n'est pas encore assez articulée. Quand le blocage devient un diagnostic, il cesse d'être un mur opaque. Quand le diagnostic devient un arbitrage, il cesse d'être une simple description. Quand l'objectif devient mesurable, il cesse d'être un vœu. Quand l'aide devient question intérieure, elle cesse d'être une dépendance. Quand l'erreur devient une prochaine action, elle cesse d'être un verdict. C'est ça, piloter l'apprentissage des mathématiques. C'est transformer chaque situation en information sur ce qu'il faut comprendre, automatiser, choisir, vérifier ou reprendre. Puis hiérarchiser ces informations, définir une priorité, accepter certains renoncements provisoires, choisir un dispositif, tester le résultat, et construire le chemin qui mène du point actuel au niveau de maîtrise visé.
Et c'est peut-être aussi une définition plus générale de l'apprentissage, ne pas seulement recevoir des réponses, mais apprendre à gouverner progressivement ses propres questions, ses propres efforts et ses propres trajectoires.